Merci pour le café, j'apprécie, c'est bon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est pas moi qui l'ai payé, mais ça fait plaisir. C'est mon idée. Tada, tada, tada. Tout simplement. Ça, c'est trop. Yes, mets-le. Ah, ben là, ça c'est pas, c'est vrai. Puis, et d'orage qui s'en viennent en après-midi. La parole à vous, Pierre. Nous revoici encore une fois sur ma chaîne pour une nouvelle capsule autour d'un café, cette fois-ci avec Simon Valiquette. Bonjour. Allô. J'ai assisté quelques fois avec ma mère à des émissions de TV où j'étais dans le public cible. Et à chaque émission, il y a comme un animateur de foule. Puis cette fois-ci, c'était Simon ici présent. Puis je l'ai trouvé pas mal sympathique, puis bon, puis drôle. Fait que je l'ai questionné pour savoir si ça lui tentait de venir sur ma petite chaîne là, pour mes capsules autour d'un café. Puis il a dit oui. Fait que c'est sûr qu'il est ça, là. Me voici. Alors maintenant, on va parler de ton parcours. Mon parcours. Oui. Allons-y. Tu as étudié en arts et lettres au cégep. Tu as fait une formation de simulation plateau télé et radio et suivi une formation en écriture humoristique. Dans les 5-6 dernières années aussi, il y a eu pas mal d'actions côté carrière d'acteur, dont quelques figurations pour le cinéma dont Omerta et Lance et Compte et un rôle de doublure dans Mindscape. T'es bien informé? Tout à fait. De la figuration pour la télévision dont Providence et Trauma et plusieurs autres. Entre autres, oui. Plusieurs rôles principaux dans des publicités télévisées, comédien pour des caméras cachées, et bien sûr animateur de foule pour plusieurs émissions de TV, dont Le Suivant, Coup de foudre, Les Échangistes, Si je ne me trompe, et d'autres. Tout ça est vrai. Donc on est rendu aux questions. Voilà. Ceux qui n'ont jamais été en enregistrement de TV et qui pensent que l'animateur de foule, c'est juste le petit comique qui dit « Ok, on applaudit là, ok là, il faut crier, applaudis avec cri! » Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi les qualités essentielles selon toi pour être un bon animateur de foule? D'abord, de bien comprendre le lieu de la télé. Comme tu l'as si bien dit, on n'est pas juste le clown de service. En fait, on reçoit des directives de la production, on reçoit des directives de l'animateur au niveau de l'ambiance qu'on veut vraiment créer sur un plateau, qu'on veut vraiment installer en fonction des fois du type d'enregistrement auquel on participe et souvent également en fonction du type d'invité sur le plateau, du type de questions qui seront posées. Donc, il y a un paquet de paramètres à prendre en considération également en fonction des interventions de l'animateur et de la dynamique de plateau en général. J'ai assisté à plusieurs enregistrements et parfois, même si l'animateur est super enjoué, motivant, etc., le public est plate à mort. Comment tu réagis dans ce temps-là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça arrive qu'un public ait eu une grosse journée, fini de travailler. Les gens, des fois, n'ont pas le temps de faire la cassure entre le volet boulot puis le volet plaisir qu'on veut leur offrir sur un plateau télé. Ça arrive, mais à ce moment-là, il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai pour mon dire que c'est un échange d'énergie constant. Moi, mon boulot, c'est d'être énergique, d'accueillir les gens sur un plateau, de leur expliquer les rudiments du plateau et surtout leur faire comprendre qu'ils sont là pour avoir du plaisir, justement, et que ce plaisir-là va être contagieux et qui est à la limite nécessaire et essentiel pour le bon déroulement de l'enregistrement. C'est de trouver les gens aussi qui sont les plus allumés, les plus éveillés, de les cibler, d'aller les voir, de s'amuser avec eux. Et cet effet-là va être très contagieux vis-à-vis les autres gens du public vont voir que, un petit groupe de personnes s'amuse énormément, donc ils vont oublier leur journée de travail, puis ils vont s'abandonner à ce qu'on leur propose sur le plateau, en fait. Donc, jamais se décourager, tout le temps maintenir un niveau d'énergie là, vraiment élevé, et puis le travail va finir par se faire, là, le dynamisme va se déclencher chez les gens. Là. Faut pas se laisser décourager. Non, du tout. On est là pour le boulot avant tout. On a un enregistrement de télé à faire, on a une ambiance à créer, mais à travers tout ça, si on n'a pas de plaisir, on aura de la difficulté à aller chercher ce dont on a besoin. Alors moi, j'ai pour mon dire que c'est le plaisir avant tout, bien entendu, tout en gardant en ligne de compte le professionnalisme, oui, et la technique derrière tout ça, voilà. J'ai été fouillée un peu sur ton Facebook. Ah oui, hein, les réseaux sociaux en 2018. On ne peut plus rien cacher. Et tu serais fiancé ou tu as été récemment fiancé. Est-ce que tu trouves difficile à gérer la vie de famille, couple, quand tu es un artiste, acteur, etc.? On s'entend que les horaires ne sont pas super flexibles. Ça a fait, en fait, 10 ans, en date du 8 mai 2018, que je suis avec ma copine, Constance.
Et pour répondre à ta question, c'est pas difficile du tout de concilier couple et travail. Longue histoire courte, ma copine évolue dans la restauration, un poste assez imposant en tant que chef traiteur pour un restaurateur montréalais. Donc, elle a un horaire aussi, sinon encore plus chargé que le mien. Donc, on est capable de se comprendre mutuellement, puis ça cause jamais de friction à ce niveau-là. Au contraire, quand enfin on a un moment pour se retrouver ensemble ou en famille, eh bien là, c'est ça, là, ça peut pas être mieux. On en profite, puis on se pose pas plus de questions que ça, là. Ah, c'est cute! Oui! On va aller un peu dans le reste de ta carrière. Oui! Tu as fait des rôles muets et de la figuration. Oui. Pourrais-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre ces deux termes? Bon, on a premier rôle, on a deuxième rôle, on a troisième rôle, souvent parlés, qui sont proposés à des comédiens d'expérience, des comédiens de formation. On a aussi ce qu'on appelle un troisième rôle muet. C'est-à-dire qu'on est vraiment une étape au-dessus de la figuration à proprement parler. Un figurant, lui, va être là pour meubler Comme dans les restaurants. une salle. Exactement. Un restaurant va être là pour créer une atmosphère sans trop se faire remarquer, alors qu'un troisième rôle, lui, va être un élément relativement essentiel dans un tournage. On ne met pas nécessairement l'accent sur le figurant, contrairement au troisième rôle muet. Ouais. Wow! Ben, je viens d'apprendre quelque chose. Moi. Je vais me coucher moins niaiseuse à soir. Ta formation de simulation plateau TV et radio, en Oui. quoi ça consiste ce genre de formation et en quoi cela t'a aidé pour ta carrière? C'est une formation privée qui est donnée ici à Montréal. Tu l'as mentionné un peu plus tôt là, en relatant mon parcours suite au secondaire, des études en arts et lettres au cégep. Après ma barre, j'étais intéressé par le journalisme, la rédaction. La radio m'a interpellé, en fait. J'entendais des journalistes livrer leurs bulletins de nouvelles à la radio et tout. Bref, le monde des communications m'allumait énormément, la radio plus particulièrement. Alors, c'est ce qui m'a poussé à m'inscrire à l'école Promédia en 2005. Il faut comprendre que Promédia, on n'est pas sur les bancs d'école 5 jours par semaine, de 9h à 5h le matin. C'est une formation privée, intensive et essentiellement pratique. C'est-à-dire que dans les cours, on a 70% de pratique, c'est-à-dire simulation radio, simulation télé, rédaction, et on a un 30% de formation théorique. Bon, on nous explique les rouages du milieu, on nous explique les termes à employer, les termes à ne pas employer, les tics à éviter, les bruits de bouche, les A, les E, des trucs comme ça, bref. Voulant être axé sur la radio, j'ai découvert le médium de la télévision à travers les simulations qu'on avait à faire nous-mêmes. On avait, excuse l'expression, mais les deux pieds dedans, littéralement. Et c'est ce qui était très, très, très stimulant à ce niveau-là. Et ensuite, après les différentes simulations qu'on faisait en équipe, on nous isolait, toujours en équipe, avec notre professeur, et on avait la chance de visionner ce qu'on venait tout juste d'enregistrer en équipe, et à ce moment-là, notre professeur nous donnait des notes. Les chaises qui bougent, le regard qui n'est pas axé à la caméra, les tics vocaux, les bruits de bouche, bref, tout ce qui allait pas pour s'améliorer. Et on refaisait ensuite la simulation en essayant d'apporter les correctifs dont on nous avait parlé un peu plus tôt. Donc, très, 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 très formateur. Et c'est ça, par l'entremise de cette formation-là, j'ai découvert le monde de la télé et volet culturel. Ça m'a permis de me découvrir d'emblée, de développer une personnalité et des réflexes que j'avais au fond de moi, mais que j'avais jamais eu la chance de développer professionnellement. Et à partir de ce moment-là, tout a déboulé. Mon amour pour les communications, mon intérêt pour la télé, mon intérêt pour l'animation de foule également. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Heureux, accompli et animateur de foule. Est-ce que c'est le métier d'acteur qui t'a amené à être animateur de foule ou le contraire? Ni un ni l'autre, je te dirais que c'est deux voies qui sont parallèles, mais qui en même temps sont différentes. C'est-à-dire que ça vient chercher deux types de personnalités en moi. J'ai pas nécessairement la même personnalité devant une caméra dans un rôle que je personnifie versus sur un plateau télé devant un public que je dois dynamiser. Côté cérébral, c'est pas tout à fait la même chose.
En même temps, l'animation de foule, c'est un peu ça, un jeu aussi. Hein? Bon, c'est sûr, on a des contraintes professionnelles à respecter, des indications techniques très précises aussi là, à délivrer. Mais à travers ça, il y a toujours moyen de s'amuser, d'être un peu champ gauche si on le veut, puis de créer des personnages. Tandis qu'au niveau du jeu, c'est beaucoup plus, comme je le disais, cérébral. Souvent, on a un rôle précis à jouer, que ce soit une comédie, que ce soit un drame. On a souvent un texte aussi à se mettre en bouche, rester concentré là-dessus. L'animation de foule, c'est relativement très improvisé. C'est un échange constant avec le public versus le jeu où tout est plus placé, ne serait-ce qu'un mouvement de tête, qu'un débit dans le ton de la voix, qu'une phrase, qu'une réaction, qu'une émotion. L'animation de foule laisse plus place à l'improvisation en ce sens-là. Là. Ça répondait à ta question, hein? OK, parfait. Il y a beaucoup de coupures pour les artistes et les sociétés. La télévision est de plus en plus privatisée par des chaînes spécialisées. Quel est, selon toi, l'avenir de la TV québécoise? L'avenir de la télé québécoise, c'est délicat. C'est délicat. Je souhaite qu'on puisse profiter de notre télé québécoise encore énormément longtemps parce qu'on a de réels petits bijoux. Projetons-nous dans l'avenir tant et aussi longtemps qu'on aura des petits joueurs qui seront passionnés et qu'un public qui pourra les suivre dans leurs aventures, tant et aussi longtemps que ces gens-là seront passionnés et seront présents pour le milieu dans lequel ils évoluent. Je pense que ça peut perdurer sous différentes formes, on s'entend. On pense juste récemment à Adib Al-Khalidé et Julien Lacroix qui ont tourné leur premier film en sociofinancement. On dirait que la tangente s'en va là-dessus énormément. Ce qu'il y a de bien avec la privatisation, c'est qu'il y aura toujours de l'argent à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura toujours de la télé. Ce qu'on a comme souci, c'est que le public est ailleurs aussi. Le nouveau public est ailleurs. Le jeune public est ailleurs. Le jeune public est sur le web. Ils sont pas aux heures de grande écoute, assis confortablement dans leur salon à 21h à profiter d'une émission comme Les Échangistes, par exemple, qui est diffusée à la Société d'État sur ICI Radio-Canada Télé. Par contre, s'il y a un artiste qui les intéresse, ben en tout temps, ils vont pouvoir se tourner vers le web pour aller écouter leur émission. C'est un peu ça le souci de la télévision, du moins d'État, c'est-à-dire que si les gens sont pas au rendez-vous en termes des codes d'écoute, on pense que ça va mal. Alors qu'on ne tient pas nécessairement compte de l'achalandage du web et des écoutes en rediffusion aussi. Pour boucler la boucle, c'est une évolution. C'est un mal pour un bien, je te dirais, parce que ça force les artisans à créer, à trouver des solutions pour garder notre télé québécoise bien vivante. Voilà. Donc, on est rendu à la dernière question. Déjà? Ben oui. Ça va trop vite. Oh. Ça va trop vite. T'as vu comment je suis formidable? Tout le monde me dit à chaque fois, ouais, déjà, la dernière question. Je suis tellement, genre, douée pour faire passer ta... Donc, si tu avais quelqu'un devant toi qui te dirait j'aimerais vraiment ça être animateur de foule ou j'aimerais vraiment ça être acteur, actrice, puis faire de la figuration ou peu importe, quel conseil lui donnerais-tu? De miser sur soi, avant tout, de bien se connaître. Fin primaire, secondaire, cégep, il y a toujours eu un peu d'impro, il y a toujours eu des animations de galas scolaires, toujours eu un intérêt pour les communications, puis je le sentais ça. Je comprenais pas les outils que j'avais à développer en moi pour atteindre mon but, mais je sentais qu'il se passait quelque chose et que c'est dans cette branche-là que je voulais évoluer. Alors, connaissez-vous bien, fouillez au fond de vous, trouvez les outils nécessaires à développer votre passion, misez là-dessus et ensuite, bon, il y a un paquet de formations qui sont proposées pour les gens pour justement bien cibler les besoins du milieu, bien apprendre à se connaître aussi et à développer ses réflexes d'animateur, ses réflexes de comédien, d'acteur ou tout ça. Donc, il faut bien se connaître par cœur, je dirais. Ben merci d'avoir accepté de me rencontrer pour faire mon petite entrevue. Ça fut bien formidable. Ce fut un plaisir pour moi. Merci de ton temps. Ben merci à toi aussi. Bye tout le monde. Bye bye.